Bonsoir. Tout bascule. Le climat s'échauffe, la biodiversité s'effondre. Notre dernière tentation, se jeter dans le lac, tout à côté. Eh bien non. Non. Car nous croyons au pouvoir de l'imagination. L'imagination crée la réalité. Celle de demain, mais aussi celle d'aujourd'hui, ici et maintenant. C'est le sens de la Fondation Zoein, d'imaginer un monde nouveau sur la base des initiatives créatrices existantes. Ce monde nouveau se crée avec de la pensée et avec de l'émotion. Et c'est précisément ce monde à entendre que nous propose ce soir Zhang Zhang, membre de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, et Leopoldo Gianolia, guitariste, tous deux membres de Django Music. En résonance, Pablo Servigne, collapsologue et biologiste, et Dominique Bourg, philosophe et environnementaliste, professeur ordinaire à la faculté des géosciences de l'Université de Lausanne, nous ferons traverser les 5 étapes de notre conscience collective face aux bouleversements en cours et à venir. Peur et angoisse, déni et tentative de négociation, colère, tristesse et désespoir, enfin, acceptation. Cette émotion et cette pensée s'incarnent sur cette scène du théâtre de Vidi qui nous accueille généreusement et que nous remercions chaleureusement. Un grand merci également à nos 4 protagonistes et merci d'avance de ne pas les applaudir durant le spectacle, même si vous en mourrez d'envie, pour laisser s'écouler la fluidité du débat musical. Enfin, merci à vous toutes, merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Merci d'avance pour votre soutien à la Fondation. Et au nom de toute l'équipe Zoein, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Moi, je suis très intimidé, en fait, Dominique. Pour moi, c'est une première expérience qui m'a toujours attiré, c'est le sensible, d'arriver à toucher le cœur. Je suis très touché d'être ici et vraiment, je ressens la gratitude. Merci de m'avoir invité, Dominique. Je sais que c'est pas facile pour nous qui sommes issus plutôt du monde des livres, du monde de la science. Voilà, je ressens merci à tous d'être ici et merci Dominique. Merci Pablo, merci à tous. Je ne vous vois pas du tout d'ailleurs, c'est très bizarre pour moi qui ai plutôt l'habitude
de voir les gens à qui... Enfin, je te vois toi, heureusement. Ça me rassure. Je te remercie. Et ce que je vous propose, c'est une sorte d'action de grâce à la nature qui nous fait vivre. Et finalement, lui rendre grâce, c'est lui adresser la parole. C'est pas simple, pas facile. Alors on peut l'imaginer de façon un peu spectaculaire. On peut imaginer que certains d'entre vous, enfin moi j'ai du mal, je vous le dis tout de suite, mais que certains d'entre vous enlacent un arbre et entrent en vibration avec lui. Je ne sais pas si toi tu y arrives. Moi j'y arrive et je t'ai déjà vu le faire, hein. Fais pas semblant. Salopard, il m'a dénoncé. Mais je vous invite à un exercice quand même plus facile. On nous a dit qu'avec la modernité, la nature s'était tue, qu'elle ne nous parlait plus, et qu'on était incapable de lui répondre. Eh bien, je vais très facilement vous prouver que c'est faux. Elle n'a jamais cessé de nous parler. En fait, la nature, elle nous parle par sa beauté. Si vous ne voulez pas enlacer un arbre, imaginez au-dessus d'une colline la silhouette d'un arbre. Elle nous parle. Et la manière dont on lui répond, eh bien, c'est justement par nos émotions. Donc en fait, on n'a jamais cessé de dialoguer avec la nature. Et c'est pour ça que la détruire nous met dans un sentiment, on y reviendra, très puissant. Mais il n'y a pas que la nature à laquelle on doit rendre grâce. Il faut aussi savoir rendre grâce à ceux qui nous ont précédés. Et c'est très précieux quand on va devoir traverser les épreuves, de savoir que finalement, ces aïeux, moi mes 2 grands-pères ont fait la guerre de 14, je suis plus tout jeune, et donc du coup, je sais qu'ils ont réussi à traverser des choses peut-être plus dures que celles qu'on va devoir vivre. Et donc si on n'a pas toujours des raisons d'être fiers de ceux qui nous ont précédés, de toute façon, sans eux, on ne serait pas là, et sans eux, on serait certainement démunis face à certaines épreuves. Rendons grâce à la nature, rendons grâce à tous les êtres qui la peuplent, dont les êtres humains qui nous ont précédés. Et les non-humains, Dominique, parce que respirons un bon coup. Moi, j'aimerais qu'on ressente qu'on n'est pas seul déjà dans cette salle, on est nombreux, mais qu'on est plus que cette salle. Et en fait, on dépend, nous, on est finalement très fragiles à la naissance. À la naissance, on est un petit primate imberbe, complètement vulnérable aux moindres prédateurs. On a besoin du sein de la mère, on a besoin du père, des oncles et tantes, des grands-mères, du clan, qui nous ont tout donné. Et ils nous ont donné quoi? Des animaux et des plantes qui sont morts aussi, en nous nourrissant. Ils nous ont donné un savoir. Et puis tous ces ancêtres dont tu parles, humains mais non humains. Je veux dire, le fil de la vie, il s'est pas décousu depuis 3,8 milliards d'années. Milliards d'années. Depuis les premières bactéries, qui sont nos ancêtres. Et ce fil, c'est plus qu'un fil, en fait. C'est à tisser une toile foisonnante, buissonnante, multicolore, depuis des milliards d'années, interdépendante. On est interdépendants de tout ça. On a tous ici des liens très forts d'interdépendance avec d'autres organismes vivants qui sont hors de cette salle. Nous sommes plus que cette salle. Et cette interdépendance radicale, elle est magnifique, elle est touchante, elle est bouleversante. Et en fait, elle mène aussi à quelque chose qui nous dépasse. On a même du mal à se l'imaginer. C'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré, de ce que les anglophones appellent la wholeness, le sentiment d'unité avec le tout. Sentiment océanique. Le sentiment océanique, Romain Roland, merci, qui m'est arrivé de ressentir. Et d'ailleurs, on était ensemble une fois, ça nous est arrivé.
Il y a quelque chose de fondamentalement bienveillant, rassurant, dans le fait de ne pas se sentir seul et d'avoir tous ces organismes, toutes ces communautés animales, non humaines, etc., et humaines, qui sont là derrière nous, qui tissent des liens, et on n'est pas seul, en fait. Elles nous portent. Et ce qui est terrible, c'est de les voir, de voir ces liens détruits, et de voir qu'ils souffrent. Et en miroir, souffrir. nous souffrons. Pas facile de parler après cette musique. On a l'impression que par son discours, on va en fait en rompre la magie, mais enfin, je dois le faire. Et je vais commencer par vous faire un aveu, tout à fait gratuit, parce qu'évident. Je ne suis pas né collapsologue. J'ai même au contraire, pendant des années, prôné un optimisme technologique béat. Et alors, pourquoi ai-je changé? Je vais vous raconter, brièvement. Mais en fait, si vous voulez, durant la première décennie de ce siècle, la façon dont on percevait le changement climatique a changé de façon radicale. Nos connaissances ont évolué et on s'est aperçu au bout d'un moment que, en fait, le CO2, le dioxyde de carbone qu'on envoyait en masse, notamment dans l'atmosphère, allait rester beaucoup plus qu'un siècle et demi. Mais des siècles avec des effets sur le climat à la surface de la Terre pour des millénaires. Et donc, on passait d'une épreuve difficile à l'entrée dans quelque chose d'extrêmement menaçant. Et tout de suite s'est ajoutée une seconde prise de conscience. C'est que, effectivement, si ces gaz s'accumulaient dans l'atmosphère, plus on laissait faire, plus on l'accumulait. Et vous savez que depuis des décennies, bien tous les ans, on augmente de 2% nos émissions. Et bien qu'à partir de ce moment-là, les niveaux auxquels on pouvait prétendre stabiliser la température ne cessait de s'élever. À telle enseigne qu'on a compris que plus on accumulait, et bien plus les fenêtres d'action devant nous se refermaient. Et je vous dirais que depuis 1 an et demi, 2 ans, on a connu autre chose auquel on s'attendait. Alors, vraiment pas. Quand on parle aux gens de biodiversité, de vivants, en général, ça les ennuie. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et là,
là aussi, on imaginait que c'était très distant et très lointain. Et là, depuis 1 an et demi, on se rend compte, avec des études très précises, que le vivant autour de nous s'effondre, s'affaisse. Un simple exemple, une étude parue il y a 3 semaines à peu près, qui s'appuie sur 73 points d'observation sur la Terre, pour lesquels on a des statistiques d'observation des faunes de tous les insectes, pas que les pollinisateurs, tous les insectes. Et le résultat de cette étude, c'est que 41% des espèces, et attention, 1% des espèces s'ajoutent chaque année, pour cette année à ces 41%, d'espèces connaissent un déclin de 2,5% de leurs effectifs en 1 an. Ce qui signifie qu'en quelques décennies, tout ce monde sans lequel nos écosystèmes ne fonctionneraient pas aura peut-être disparu. Et là, je dois dire que c'est comme un coup de poing dans l'estomac. On se dit, mais on est complètement fou. Puisque, comme vous le savez, on s'en fout. On ne réagit pas. La nouvelle passe et rien ne se passe. Et s'il n'y avait que ça, songez que, par exemple, depuis des décennies, on ne sait qu'accumuler des énergies. Imaginez, par exemple, qu'il faille construire des éoliennes avec des éoliennes. Eh bien, on n'en ferait aucune. Et donc, cette situation est dramatique et on pourrait au moins s'accrocher, on dirait, voilà, on a des élites dirigeantes, conscientes. Eh bien non, il faut qu'une gamine de 15 ans vienne leur dire « Vous êtes irresponsables. Nous autres, les enfants, nous devons nous occuper de ces choses à votre place. » Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Et pire encore, depuis 2 ans, les peuples ont la fâcheuse tendance à élire des cinglés, des déjantés, des personnages odieux. Autre coup de poing dans l'estomac. Tu parlais de Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui a 15 ans. Elle est magnifique quand elle dit à Davos, aux dirigeants de ce monde, je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez. Et il y a quelque chose dans la peur d'évident comme ça. Quand ta maison brûle, on n'a pas besoin d'espoir. En fait, on a besoin d'agir. De dégager. On a besoin. La peur aide. En fait, dans la peur, il y a quelque chose de l'ordre du prédateur-proie. Parfois, ça met en mouvement. Parfois, ça paralyse. Il y a toute une sorte, comme on pourrait dire, une biodiversité des peurs, une diversité. Avec, pour alerter, c'est très efficace, la peur. Par contre, pour passer à l'action, ça peut être contre-productif. J'ai lu qu'il y avait un type de peur qui était plus en lien avec les projections à long terme, qu'ils ont appelé worry, l'inquiétude, et qui permet de passer à l'action. Il y a la vigilance aussi. Voilà, il y a plein de choses. C'est compliqué. La peur, ça fait partie de nous. Quand je vois... tout à l'heure, tu parlais des chiffres de la biodiversité. Dans le journal, je voyais tout à l'heure en petit... C'était pas le grand titre, c'était le petit titre. C'était 40% des espèces d'insectes pourraient disparaître dans les années qui viennent. Dans les décennies qui viennent. Les espèces, parce que là, souvent, on parle des populations. Ce chercheur à Porto Rico, ça fait 35 ans, c'est un écologue, il vient dans la forêt et il côtoie tous les animaux, l'écosystème. Et là, ces derniers mois, il est arrivé, alors je ne sais plus où c'était ce témoignage, et il disait, en fait, il n'y a plus rien. Il y a eu moins 75%. Il n'entendait plus rien. Il n'entendait plus rien, il ne voyait plus rien de la faune du sol. Moins aussi 80% des insectes, donc moins 80% des oiseaux, etc., etc. En fait, le printemps silencieux, c'est déjà là-bas.
C'est déjà aujourd'hui, c'est notre génération. Et Rachel Carson, ça fait plus de 62. 60. Ça fait presque 60 ans. 60 ans. Et elle disait, c'est pour demain, voilà, c'est aujourd'hui. En fait, la peur, il y a la peur de souffrir, il y a la peur de dire les choses. Moi, j'ai un peu peur ce soir de vous le dire. J'ai toujours eu peur ces dernières années. Il y a la peur de le dire aux enfants. Il y a la peur que les enfants souffrent. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de prendre enfin ses responsabilités, de s'engager, de lutter. Moi, j'ai peur de me battre aussi, parce qu'il va peut-être falloir se battre. La peur de ne pas trouver le courage. La peur de mourir. Et finalement, l'effondrement, c'est la question de l'effondrement ou des catastrophes, c'est en miroir la grande question de la mort. Et ça nous renvoie à nos propres ombres. Et l'idée maintenant, c'est d'arriver, je pense, c'est surtout pas de mettre la peur sous le tapis. C'est plutôt d'arriver à l'accueillir. C'est OK d'avoir peur. Ça veut dire qu'on est vivant et ça veut dire que ça nous met face à notre courage. Derrière la peur, il y a du courage. C'est ça dont on a besoin. Et plutôt que la mettre sous le tapis, accueillez-la, servez-lui une petite tisane, mettez-la à côté sur le fauteuil et dites-lui, bon, on va passer un bon moment ensemble. Et vous allez voir, peut-être, elle va s'apaiser un petit peu. On va devoir vivre avec. Ce que je vous propose maintenant, c'est pendant 2, 3, 4 minutes de vous mettre par paire, de parler à votre voisin, de préférence celui que vous ne connaissez pas. Ou voisine. Ou voisine, merci. Si on peut mettre un petit peu de lumière sur le public. Et ça va être très court, hein, rassurez-vous. Tu as trouvé une heure excellente pour les voir. Hein. Et pendant 1 minute, on ne se dissipe pas. Ah ouais, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura 2 temps. Il y aura 1 minute, une personne va parler et l'autre va écouter profondément, attentivement, sans réagir. Ça, c'est le plus dur. Sans réagir. Pas commencer à répondre, acquiescer, non. Juste écouter. C'est très dur. Et après, l'autre minute, c'est l'autre qui... vous allez changer et l'autre personne va parler. Je vais vous dire le début d'une phrase avec 3 points de suspension et vous allez juste continuer pendant 1 minute et quelques. D'accord ? Je vais vous dire la phrase là. Alors, pour savoir qui commence en premier, c'est la personne qui a les cheveux les plus courts qui commence. OK ? Pas de perruque, s'il vous plaît. Alors écoutez la phrase. Parlez quand même de la souffrance, de la mort et des espèces disparues. La phrase, c'est la suivante. Quand je vois l'état de dégradation de notre monde, ce que je ressens, c'est... Allez-y, vous avez 1 minute. Prenez le temps de finir votre phrase. C'est dur d'écouter. Hein. Oui, apparemment, c'est très dur. Et maintenant, changez. La personne qui écoutait va parler, et la personne qui parlait va écouter, attentivement, activement. Quand je vois l'état de dégradation de notre monde, ce que je ressens, c'est... Allez-y.
C'est toujours la faute des autres, en fait. Moi, tant qu'ils bougent pas, je fais rien. Et puis il y a aussi... j'ai quand même peur d'avoir peur. Et puis, finalement, on n'est pas si mal que ça. Peut-être qu'on s'en sortira. Vous savez, on a plus peur d'une migale sur la table que la lecture d'un rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, ça parle de millions de morts, de déplacés, de famines. D'une manière cognitive, on n'est peut-être pas apte à comprendre ces problèmes hyper complexes sur le temps long, qui nous dépassent en fait. Il y en a qui savent pas, il y en a qui veulent pas savoir, puis il y en a qui savent. Et parmi ceux qui savent, dans la tête, qui négocient les chiffres de plus 1,5, plus 2 degrés dans les grandes réunions internationales en costume, peut-être qu'il y en a qui y croient profondément, que ça a percuté. Peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Puis il y en a qui savent, qui croient, qui veulent faire des choses, mais qui n'ont pas les leviers d'action. Peut-être qu'ils ont été élus, mais ils n'ont pas les mandats pour faire ça. Peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Peut-être c'est une question de courage aussi. Il y a beaucoup de déni. C'est comme la peur. Il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs. Par exemple... vous savez, dans les repas de famille, on entend souvent non mais attends, ils nous trouveront bien quelque chose. Non, Dominique, ils trouveront bien du pétrole, tu sais, en Arctique. Il y en a plein. Il y en a plein. Et puis le climat, vivement, qu'il fasse un peu plus chaud, parce que là, l'hiver tarde. L'hiver a duré beaucoup. Et puis même si ils trouveront des solutions technologiques. Je pense que même sur Mars, c'est une solution aussi. On pourrait envoyer des voitures... Ah non, ça a déjà été fait. Ça a été fait, oui. Elle n'y est pas encore. Elle n'y est pas encore. Non, mais on peut... il y a des histoires qu'on se raconte. Oui. Écoute, moi, je vais te dire, ce que je ne supporte plus, c'est le déni des mollassons. Et il y en a plein. Des dénis ou des mollassons ? Comme les mollassons déni, en fait, chaque mollasson est un déni en lui-même. Et ça devient doublement insupportable. Petit exemple que je vous donne. Tu parlais des rapports du GIEC, plus impressionnant qu'une migale, je te suis complètement, même si les migales, ça ne me rassure pas trop quand même. Mais bon, dernier rapport, SR15, on nous dit que si on veut éviter d'excéder une augmentation de la température de 2 degrés. Alors vous allez me dire 2 degrés, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Si, on en a à faire pour 2 raisons. Et je reviendrai au rapport du GIEC après. La première raison, c'est que nous sommes dans une ère qu'on appelle le quaternaire et qui était marquée par des alternances entre des périodes glaciaires longues et des périodes glaciaires plus courtes. Et pendant les périodes glaciaires longues, toutes les espèces se réfugiaient entre les tropiques. Donc il y a une sorte d'unité de tout le vivant. Et durant cette période, qui dure depuis 2 600 000 ans, c'est pas tout à fait court comme période, eh bien, la température moyenne sous les tropiques, pendant ces ères interglaciaires, elle n'a jamais excédé de 2 degrés par rapport à ce qu'on connaissait à la fin du XIXe siècle. En d'autres termes, si on sort de ce plafond de température des 2 degrés, on sort du tunnel de variation de la température dans sa partie haute, auquel toutes les espèces qui vivent sont adaptées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est si on excède ces 2 degrés, on prend le risque, et on n'arrive pas à le calculer, on prend le risque d'un emballement. Et si jamais le système s'emballe, eh bien, sans que nos émissions continuent à croître, même si on fait des efforts, eh bien, la température peut dériver. Et on peut entrer dans une planète étuve, une planète chaude, avec une température de 3, 4 à 6 degrés supérieure
ou plus encore. Ça peut aller jusqu'à 9. Ça pourrait aller plus, oui, oui. C'est encore des travaux récents qui viennent de nous le dire, de nous l'apprendre. Auquel cas, au mieux, vous auriez quelques centaines de millions d'êtres humains avec d'autres êtres vivants. En tout cas pour les humains, quelques centaines de millions qui pourraient vivre sur quelques endroits sur la planète. Donc c'est gigantesque comme enjeu. Et que nous dit ce rapport du GIEC ? Puisqu'on devrait diminuer dans les 12 ans qui viennent, à l'échelle mondiale, nos émissions par 2, et puisqu'on devrait le faire en 2 ans, avec nos techniques, on peut faire un petit bout du chemin. On peut peut-être utiliser, au lieu de 80% d'énergie fossile comme énergie primaire, peut-être 70%, au mieux, par miracle, 65%. C'est-à-dire que l'essentiel de l'effort, c'est dans nos comportements. Et je vous assure que quand vous regardez les mesures qu'on peut prendre, c'est franchement pas simple. Alors que dit le mollasson ? On va faire des éoliennes. On va s'en sortir. Sans aucun problème. De toute façon, ça fait 30 ans qu'on nous parle de développement durable. Au début, quand on nous en parlait, oui, pourquoi pas, ça avait l'air sympathique cette histoire. Et puis on continue à parler de développement durable, le vivant s'effondre, le climat devient menaçant, etc. Je ne vais pas vous la refaire une seconde fois, mais on continue, comme si de rien n'était. On parle de croissance verte. De marché qui va résoudre les problèmes. Ah, évidemment. Puis de toute façon, tout le système nous dit que ça va très bien. Les publicités n'ont jamais changé. On vante partout les gros cubes. On vante la puissance, on vante la vitesse. Si on fait un petit effort, attention, vous allez déstabiliser le système économique. Pensez après Fukushima, le gouvernement japonais a demandé aux Japonais de continuer à consommer, notamment de l'électricité. Donc effectivement, et puis vous avez pire encore, vous avez les transhumanistes, alors il n'y a pas de problème. Tu n'auras rien à bouffer, tu seras sur du silicium, c'est peinard. Et le pire, c'est les gens qui nous disent qu'on va aller sur Mars. Alors ceux-là, s'il vous plaît, vous ne me les ratez pas. C'est très simple. Écoutez bien le raisonnement. On fait mourir la planète. On n'a pas le pouvoir, évidemment, de la ressusciter. Donc, on transforme cette planète en une planète morte. Et vous connaissez la solution ? Se barrer tous sur une planète qui est déjà morte. Si vous suivez le fil de la logique, dites-le moi, je serai assez intéressé. Non mais là, t'exagères, Dominique. Tu envisages des grands changements radicaux, mais peut-être que t'es sûr que le climat se réchauffe ? Il y a toujours des petits doutes quand même. Moi, je pense, oui. Non ? Enfin, il y a des gros doutes, non ? Oui, écoute, au mois de février, dans les Alpes, à certains endroits, il faisait 23 degrés, je pense. Il y a des études quand même qui montrent qu'il y a des doutes, qu'il est permis. Ah oui, alors... Tu sais qu'il y a une organisation du doute. Il y a des marchands de doute, oui, effectivement. Et si vous êtes au chômage dans la salle, pensez-y, c'est assez intéressant. Hein. Ça paye très bien. Ça paye bien. En général, vous êtes assez bien écouté. Et quel plaisir de tirer de l'angoisse quelqu'un qui pensait que le changement climatique était une réalité. Vous êtes doublement payé, pécuniairement et par une espèce de prophylaxie mentale. C'est vraiment génial. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. En fait, il y a des dénis individuels, cognitifs, il y a des dénis collectifs dans les récits qu'on se raconte, dans les histoires qu'on se raconte, et dans une organisation du déni, des marchands de doute, comme les appellent les historiens Reskus et Conway. Mais on sait très bien comment c'est passé. Ça a commencé par le tabac. On est dans les années 50, et puis les études épidémiologiques qui commencent à mettre en évidence la dangerosité du tabac pleuvent. N'oubliez pas, nous sommes dans les années 50. Dans les années 50, il n'y a pas de platistes. Hein. Personne ne pense que la Terre est plate. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais à l'époque... Des platistes ? Oui, les platistes. Oh, c'est encore mieux que les climato-sceptiques. Ça. Si tu veux citer platiste, il n'y a pas de problème. Hein. Okay. Mais bon, donc, je reviens à mon histoire. On ne pouvait pas prendre la science de front. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait ? On va payer les scientifiques marrons.
Tu peux changer de couleur si tu veux, mais il y en a partout. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a dans toutes les institutions, je connais. Et ceux-là, vous les payez un peu, et ils ne sont pas bêtes. Hein. C'est bien le problème. Et donc, ils sont capables d'induire le doute, de vous faire douter. Et tout est documenté par la justice américaine. Et ça a très bien marché. Pour le tabac. Pour le tabac, mais ça... Oui, mais alors attends, une fois que les politiques publiques, au bout de 30 ans, ont fini quand même par s'imposer, et l'astuce, c'était d'avoir gagné ces 30 ans, eh bien, les gens qui travaillaient pour faire croire que le tabac n'était pas dangereux, il y avait un autre danger qui pointait le bout de son nez à l'époque, qui était le changement climatique, mais mettez-vous à leur place. Il y avait les OGM, il y avait le glyphosate. Oh non, on était même avant. Il y avait l'amiante. Oui, mais là, le climat, c'était beaucoup plus payant. Ils ont bien bossé quand même. Oui, ils ont bien bossé, mais sur le climat, ils ont été très efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Américain sur 2 est climato-sceptique et 1 sur 5 est platiste. C'est génial. Vive la science. Non mais franchement, Dominique, c'est dégueulasse ce qu'ils font là. Oui, on a envie de se mettre en colère. Franchement, moi, j'en peux plus. Hein. Il y a des... T'imagines, il y a des molécules chimiques dans les cordons ombilicaux, des ventres des mers, partout sur Terre, dans les graisses des baleines, dans les arbres, les animaux dans les cheveux, les animaux qui bouffent du plastique. Qui en crèvent. Les habitats détruits devant les animaux apeurés. Franchement, on a créé une planète... De merde. Non, j'en étais pas encore là, mais déjà d'animaux. Désolé, j'ai un peu anticipé. Apeurés. Ah, tu as une très belle histoire à nous raconter. Moi ? Ah oui. Après. Bon. Là, avec tout ce qui arrive, moi j'avais un chiffre hier que je voyais, c'était entre 88 et 2015. 88, c'est la date de création du GIEC. Tout à fait. 88 et 2015, c'est récent hein, quand même dans l'histoire du monde, depuis 3,8 milliards d'années. C'est 25 firmes publiques et privées ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre. 71%, près de 3/4 des gaz à effet de serre depuis la création du GIEC. Enfin, quand j'entends ça, je veux dire, la colère monte, c'est pas possible. On connaît les noms. On a les comptes en banque. On a les comptes en banque. On a tout ce qu'il faut. On a les responsables. Il n'y a pas que, évidemment. Mais maintenant, comment s'étonner après que 2 millions de personnes fassent une pétition pour traîner l'État français en justice ? C'est un levier parmi d'autres. Peut-être que ça ne débouchera pas. Mais c'est ça. Nos enfants nous accuseront. C'est ce qu'on disait avant. Et c'est nous, les enfants. Ça y est, on accuse. C'est nous, c'est maintenant. Les jeunes dans la rue, ils sortent la colère, ils sortent la rage, ils ont une énergie du désespoir, qui est magnifique d'ailleurs. À 15 ans, la situation les force à devenir adultes, comme du temps de la guerre. Du temps de la guerre, Guy Moquet, c'est à 19 ans qu'il est mort.
À 15 ans, quand il y a la guerre, on devient adulte rapidement. Nos enfants sont en train de devenir adultes, plus adultes que nous. Et quand on voit le mépris d'ailleurs et la condescendance avec lesquels certains réagissent, ça fout en rogne. J'avais un autre chiffre, c'était 16. Après la COP21, il y a eu 197 pays qui ont passé un accord. Là, maintenant, aujourd'hui, seulement 16 pays ont acté des lois qui vont dans ce sens. Qui vont dans le sens de l'accord de la COP, de la COP 21. Et en fait, en dessous, complètement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Ah non, mais ça fout en rage. Moi, c'est l'année dernière, je ressentais beaucoup de colère. En fait, la colère, pareil, il y a tout un tas de colère. En général, quand la colère, c'est quand tu empiètes mon territoire, tu viens, on dit stop. Le stop, c'est moi, ça c'est toi. Ça sert à ça, la colère. Ça sert à séparer. C'est sain, ça arrive dans le monde vivant pour les questions de territoire, de reproduction. Mais c'est pas tout le temps. On a besoin de la sortir, ça fait du bien. Mais surtout, la colère, moi je trouve, c'est un témoin. Elle est honteuse, la colère. On a du mal à la sortir dans nos sociétés. Regardez sur les plateaux de télé, là, il y avait une femme gilet jaune qui, je sais plus, sur TF1 ou sur LCI, qui a sorti hier aussi, j'ai vu cette vidéo, avec la colère, la rage. Et alors tout le monde était gêné, mais ça fait des frissons et ça fait du bien. Et on a envie ça fait un bien fou. Il y a une rage et un élan de vie derrière. Quand on voit dans les ZAD, dans les points chauds de l'écologie politique, tous ces jeunes qui ont la rage, c'est un élan vital de préserver, de défendre la vie et d'aller de l'avant, d'inventer. Il y a quelque chose de très beau à canaliser là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que la colère est le témoin de notre sensibilité à l'injustice. Elle est précieuse, la colère. Alors, après la colère, il y a la tristesse, et une tristesse profonde. Au mois de novembre, j'étais invité par un petit village qui lutte contre le contournement autoroutier de Strasbourg. Ils m'ont emmené, c'est à 1 kilomètre et demi du village. Il y a une espèce, si vous voulez, c'est une espèce de vallée comme ça, puis ça remonte. Et toute la remontée, c'était des cultures en terrasse. J'ai vu les photos parce qu'évidemment, ça n'existait plus quand j'y suis allé. C'était un paysage de désolation pour faire passer des camions qui, de toute façon, passent de l'autre côté de la frontière. Donc, un truc à la Shadok. Complètement inutile. Et donc, effectivement, on commence par être envahi par la colère, et puis, plus on reste debout, plus on regarde, et plus la colère s'efface, et on est envahi par un sentiment qui vous étouffe, une espèce de tristesse comme ça, très profonde. Et là, j'ai ressenti ce qu'on peut appeler aujourd'hui une peine écologique. J'ai pas de la peine parce qu'un proche était malade, parce qu'un proche avait disparu, mais vraiment, j'avais la peine de voir cette destruction hyper violente. C'est une espèce d'immense saignée. Là, vous aviez une forêt, un morceau de forêt en tout cas, et des cultures en terrasse. C'était magnifique. Et on a arasé les deux pans de la colline de chaque côté de la vallée pour faire passer plus tard cette autoroute. Et parfois, on peut avoir un sentiment de colère dans un premier temps et ensuite de tristesse, dont on pourrait dire que c'est un sentiment transspécifique. C'est là que j'aimerais que tu racontes l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure. Okay. Ah non ? T'as pas raconté l'histoire ? Je la raconte tout de suite. D'accord.
Ça me serre le cœur. C'était une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, on la voyait sur les réseaux sociaux. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être en Indonésie. Et il y avait la forêt tropicale et des gros bulldozers qui arrivaient, un gros bulldozer qui détruisait les arbres. Et tout à coup, on voit un orang-outan adulte qui sort et qui s'attaque au tractopelle avec ses mains, à main nue. Et ça m'a bouleversé. Bouleversé. Il y a un gros monstre qui arrive et qui détruit sa maison, sa vie, son milieu de vie. Et on imagine ses enfants, les petits orang-outans qui sont là derrière. Vas-y, papa. Non, mais c'est horrible. Il est foutu. Il a aucune chance. Non, il va mourir. Les enfants, ils vont crever. Peut-être ils sont déjà morts sous les chenilles. Et il y va. C'est dramatique. Il y va, il prend son courage et il va frapper le tractopelle, le bulldozer. Il y a une profonde tristesse, mais alors profonde. Et parfois, ça fait du bien de toucher le fond. Ça fait du bien de partager ça. Ça fait du bien de s'exprimer. Et c'est aussi honteux dans notre société. C'est comme la colère. Et moi, ça résonne parce que je suis papa depuis pas longtemps. Et que s'il y a un tractopelle qui vient, un bulldozer, et qui détruit ma maison avec mes enfants dedans, je sais pas ce que je ferais. En tout cas, la tristesse, le désespoir, ce qui est chez les jeunes en ce moment dans la rue, en partie, ce que partagent beaucoup d'écologues, de climatologues, et on en connaît. En fait, c'est la marque de ce qui nous relie, de ces liens et de l'amour qu'on porte aux choses. Celui qui ne ressent pas de tristesse, je pense que c'est un psychopathe. Méfiez-vous d'eux. La tristesse, elle est proportionnelle à l'amour qu'on porte aux choses. Et là, on massacre les choses qu'on aime, dont on a besoin, auxquelles on tient. La tristesse, ça nous relie. Ça t'est arrivé de parler de chiffres, j'imagine, je le sais, dans une salle. Alors on est là à discuter de pourcentage, de courbes. Et puis il y a plein d'ingénieurs dans la salle et ils n'ont qu'une envie, c'est de se lever et dire « mais moi je suis pas d'accord, je pense que si, que ça ». Les chiffres, la raison, ça sépare. Les émotions et la tristesse, ça rassemble. Et en fait, c'est ce qui rassemble les êtres humains depuis la nuit des temps. C'est, comme tu disais, la peine écologique, la solastalgie, comme les scientifiques l'appellent. Le fait qu'il y a des peuples inuits qui sont dévastés parce que le changement climatique, la modernité a détruit leur milieu de vie, a modifié leur milieu de vie. Ils ont même les savoirs qu'ils ont ancestraux, les anciens, ça leur sert plus. Ils ont honte devant leurs jeunes. Ils peuvent même plus transmettre des savoirs. Et puis les paysages qu'ils connaissaient, qui ont fait leur vie, qui sont dans leur cœur, ils sont disparus. En fait, ça nous dépasse. Et la tristesse et la peine, elle est sacrée.
l'histoire que tu racontes avec Laurent Hautan, ça nous montre, tu l'as dit, hein, ça nous montre que, en fait, les sentiments sont parfois plus forts que tout. Ils dépassent les frontières entre les espèces. Quand tu racontes cette scène, tu ne fais pas la différence entre humain et non humain. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est assez inouï dans un domaine scientifique où, en fait, tout ce qui est sentiment, émotion est banni. Tu l'as dit tout à l'heure avec la solastalgie. Et moi, je me souviens de ce qui s'était passé quand un article très important, dont le premier signataire était Anthony Barnowski, en 2012, qui parlait de basculement des écosystèmes. Et sur les réseaux sociaux, on a vu s'exprimer, c'était la première fois, on a vu un certain nombre de chercheurs exprimer leurs émotions, exprimer leur angoisse. Et en fait, aujourd'hui, ça touche beaucoup de chercheurs, puisque finalement, toutes les semaines, pratiquement, on a un papier, une annonce de quelque chose de complètement accablant. Dans les 15 derniers jours, on apprend que la grosse plaque de Thwaites dans l'Antarctique Ouest est en train de se détacher, et donc elle va libérer les glaciers qui sont à l'aplomb de la mer. On apprend, tu faisais allusion tout à l'heure, qu'à partir d'un certain degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, les nuages de très haute altitude ne se formeront plus. Et donc on a encore un surréchauffement, etc., etc. Et donc en fait, désormais, l'espèce de frontière entre connaissance et émotion, c'est plus possible. C'est-à-dire certaines de nos connaissances peuvent avoir presque l'effet de cette image du père orang-outan, du papa orang-outan, qui tape sur le bulldozer. Et ça n'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de chercheurs qui étudient ces phénomènes, qui en souffrent. Beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de gens n'osent pas l'exprimer. On reçoit tous ces chiffres dans les médias. On n'ose pas en parler. On a honte de pleurer, de déposer nos peines. C'est signe de faiblesse, de mauviette, de femmelette. T'es sensible. C'est mal vu dans notre société. La tristesse, elle est aussi indispensable. En fait, pleurer un bon coup, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Et ça permet de tourner la page. De ne pas rester là-dedans. Il faut le faire ensemble. Ce que font les humains depuis la nuit des temps. Et pas tout seul dans son coin. Et ça permet de tourner la page et d'aller de l'avant.
Dominique, may the force be with you. Merci Pablo. Moi, j'ai vu Avec le toi soleil aussi. se lever, là. Ouais. C'était comme l'aube, le printemps qui arrive. Toutes ces émotions, en fait, ça rappelle les stades du deuil, les stades de l'approche de la mort. Tu vois, la célèbre psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Et d'ailleurs, on a souvent confondu du deuil et de la mort. Elle a surtout étudié l'approche de la mort. En fait, quand quelqu'un est sûr qu'il approche de la mort, il y a d'abord le déni. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, ça n'arrive pas, c'est pas possible. Puis la négociation. Non, mais il y a peut-être moyen d'être un petit peu mort quand même, pas trop. Et repousser un petit peu. Et après, il y a la colère. Pas possible, c'est la faute à qui, on rejette sur les autres. Et puis le profond désespoir, la tristesse, là on touche le fond. Et c'est parce qu'on touche le fond qu'on peut remonter, aller de l'avant, accepter. Et accepter, c'est pas du tout passif. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, de l'élan de vie, paradoxalement à l'approche de la mort. Et il y a beaucoup de témoignages là-dessus, sur les expériences de mort imminente, sur l'approche de la mort. Enfin, il y a beaucoup de choses. Après avoir traversé tout ça, c'est un peu schématique, c'est pas automatique chez tout le monde exactement comme ça. Mais ce cinquième stade, il amène à une paix, à quelque chose de très profond, de lumineux, qui permet soit le passage vers la mort apaisé, et ça c'est vraiment important dans les soins palliatifs, soit peut-être parfois la guérison. Voilà pourquoi on a besoin de déposer tout ça, de prendre soin, et c'est la clé dans les soins palliatifs, des autres, de nos émotions, de notre intériorité, des non-humains, de ce qui nous dépasse. Parce que là, les tempêtes sont là, et il va falloir qu'on se tienne la main, qu'on se serre les coudes, qu'on prenne soin les uns des autres. En fait, c'est aussi ce qu'on ressent quand on a une maladie grave. Je suis sûr que certains d'entre vous sont passés par une maladie grave ou un accident grave, ou un accident grave. C'est mon cas. Et il y a cette phrase de Confucius qui me suit depuis longtemps. Il disait quand on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Alors, si tu permets. Et là, on va à l'essentiel. En fait, il y a quand la deuxième vie commence, quand on se rend compte, quand il y a un choc majeur, quand ça fissure notre vie, quand on sent la vulnérabilité, l'approche de la mort et la souffrance extrême, on va à l'essentiel. On prend soin des proches et on vit vraiment. Et en ça, l'époque qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre peut nous permettre de toucher ça. Si tu permets, je voudrais évoquer un autre souvenir littéraire que Confucius. Et c'est un des livres qui m'a le plus marqué, que j'ai lu il y a une 30aine d'années, de René Girard, qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Et dans ce livre, Girard attire notre attention sur le fait que dans la grande littérature romanesque, justement, systématiquement, sur son lit de mort, le héros, par exemple Madame Bovary, qui était en proie à toutes ses passions, qui était comme agi par elle, comme enfermé dans des partis pris, dans le désir, l'envie, parfois la haine, eh bien, à partir du moment où il sent la mort proche, lorsqu'il est persuadé qu'il n'y échappera pas, il a un moment de lucidité extrême, il a un moment d'apaisement absolu, il arrive à s'arracher à ses passions, il arrive à pardonner, il arrive à regarder complètement autrement, et sur ce plan-là, peu importe s'il y a quoi que ce soit après la mort, mais en tout cas,
quand on peut la vivre de cette manière, eh bien, on touche le sacré, on touche la transcendance. On s'est élevé au-delà de toutes les turpitudes, au-delà de toutes les haines, au-delà de toute forme de violence. Et d'une certaine manière, eh bien, on le vit d'une façon très différente aujourd'hui, mais finalement, si tout se pète la gueule, c'en est fini de Google. C'en est fini des âneries transhumanistes, c'en est fini des menaces qu'ils font peser sur nous, et puis d'une certaine manière, y songer dès maintenant, y penser dès maintenant. C'est aussi arriver, alors cette fois-ci à une échelle plus sociale, au moins à penser, dans un premier temps, à s'extraire de certaines contraintes, peut-être à s'imaginer qu'on pourra s'extraire à certains habitus qui sont ceux de l'humanité d'aujourd'hui. Et du coup, quand on voit les choses de cette façon, quand on voit que finalement, ce qu'on appelle effondrement, c'est aussi, enfin des effondrements, c'est aussi une façon d'ouvrir à nouveau les portes du possible. Et en ce sens-là, même en dépit des pleurs, même en dépit de ce qui nous attend, finalement, on vit une époque où on a cette chance d'être un moment charnière. Et puis, d'avoir cette posture où on arrive un peu à se dégager des turpitudes de l'époque. Et je pense que c'est une époque où, et on le voit, je dirais que ça sourde partout, où même dans ce monde hyper mécanique, hyper impulsé par l'argent, on voit partout ressurgir le lien avec le vivant. On le voit aujourd'hui dans l'affirmation, dans beaucoup d'endroits, alors que tout s'effondre, on affirme des droits de la nature. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas les animaux comme on les voyait il y a 15 ou 20 ans. C'est pas simplement éthique, ils les voient autrement. On voit surgir, comme ça, parfois, au détour, en discutant avec quelqu'un, on s'aperçoit qu'il y a un lien extrêmement fort avec la nature, avec le vivant. On le voit apparaître aujourd'hui dans la science-fiction. Et on voit bien que, ça y est, il y a déjà un monde différent qui s'ouvre, avec une façon de voir ce qui nous entoure qui commence déjà à changer, et on voit poindre quelque chose comme une spiritualité nouvelle et qui va émerger dans cette espèce de chambardement en cours. Par spiritualité, tu veux dire un rapport au monde? Un rapport au monde, une façon de concevoir aussi ce que signifie développer son humanité. Et justement, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que, évidemment, on ne développe pas son humanité tout seul, on le sait depuis longtemps, mais pour nous autres occidentaux, on reprend conscience qu'on ne va pas développer notre humanité sans les orang-outans, sans les arbres, sans la rivière, sans les nuages, sans le soleil. Et que devenir humain, ça va être peut-être autre chose qui s'ouvre devant nous. En fait, on est comme un malade dans la chambre d'hôpital après avoir fait des examens. On attend anxieusement le docteur qui arrive. C'est les scientifiques. Ils disent en fait, vous avez une maladie grave, vous avez un cancer, vous allez mourir dans 6 mois. Et imagine, il le dit comme ça. Bon, ça va être horrible, et il y a la famille là. Et vous, bonne chance, hein, parce que j'aimerais pas être à votre place. Et bam, il claque la porte et il s'en va. Ça fait un peu GIEC. Ouais, si tu crois. C'est dur. Ben, moi, j'en ai vu des rapports qui font cet effet. Je pense qu'il y a une responsabilité déjà de celui qui annonce. Les catastrophes, le feu de la maison, tout ça, les
les effondrements, la biodiversité, tout ça, ça fait déjà peur en soi, c'est fait, font peur. Mais l'annonce est importante, la manière dont on l'annonce. Les médecins ont fait depuis une vingtaine d'années beaucoup de progrès dans les annonces. Ils ont travaillé ça. Je pense que les scientifiques ont beaucoup à apprendre de leur expérience. Et imagine un docteur qui arrive, qui dit de manière bienveillante, il dit la vérité, mais bien, il l'explique. Il prend le temps. Il prend en compte les émotions, il prend en compte la famille, les liens avec la famille. Il n'en fait pas trop non plus. Il reste à disposition, voilà, comme un soutien. En fait, prendre soin, tout simplement. Là, la personne, le patient, nous, en fait, on aura peut-être déjà un choc à traverser, alors avec toutes les phases, mais on sera entouré. Et puis on aura peut-être, on ira à l'essentiel, comme on vient de le dire, on pourra peut-être s'imaginer ces 6 mois, et je dis bien s'imaginer, parce que comme tu l'as dit, il y a un effort d'imagination incroyable à faire maintenant. On parle d'émotion, mais il y a un chantier immense d'imagination à faire, d'anticipation, de science-fiction, bon, ça c'est pour le monde, mais pour le patient, il devra s'imaginer ces 6 mois. Il va aller à l'essentiel, il va dire qu'il aime sa famille, il va dire à ses proches qu'il les aime, il va faire enfin ce qu'il voulait. Je voulais faire, toute ma vie j'ai voulu faire de la musique, il va le faire. Il va, je sais pas quoi, il va voyager, et il va bien vivre ces 6 mois. Et ces 6 mois, c'est de l'imagination. C'est le docteur qui a dit 6 mois. C'est peut-être 3, c'est peut-être 4, c'est peut-être 10, c'est peut-être, comme il va bien les vivre, peut-être que ça va repousser, voire il va guérir. Par contre, s'il les vit mal, et l'annonce des chocs futurs est toxique pour notre présent, on peut mal les vivre. Si on est mal accompagné, si c'est mal dit, si on ne prend pas soin, ça peut raccourcir, on va dire, la durée de vie. Donc prendre soin des autres. Et en fait, comme tu disais, il y a un récit à recréer. On ne sait pas lequel va émerger, mais le grand écueil, le risque de parler de catastrophe, et a fortiori d'effondrement, c'est d'écraser les futurs, d'écraser l'horizon, d'écraser les possibles, et de se retrouver avec des gens qui disent tout est foutu. Et ça, d'un point de vue éthique, c'est insupportable. Et donc l'effort qu'on a tous à faire, c'est de réouvrir en permanence les champs, les horizons, les possibles, les utopies ou les post-utopies. J'ai vu ce terme dans un livre. De recréer des récits et peut-être, comme dit Joanna Macy, l'états-unienne qui fait de l'éco-psychologie, la bouddhiste aussi, magnifique, c'est vraiment une grande ancienne. Et elle dit, on est peut-être en train de vivre la période la plus incroyable de l'histoire de l'humanité, ce qu'elle appelle The Great Turning, le grand tournant. C'est nous, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Et il faut y aller, allons-y. C'est une époque extraordinaire, pleine d'excitation, de joie. La même excitation, la même joie qu'on retrouve dans les marches climat, qu'on retrouve chez les jeunes, qu'on retrouve mêlée à cette énergie du désespoir. Et ce que apporte Joanna Macy, c'est vraiment ce message, un pied dans les ombres et un pied dans la lumière. En fait, c'est tout à fait possible. Et c'est même sain. Il y a une autre... J'ai récemment lu des livres sur les émotions et il y avait un truc génial qui disait, en fait, souvent on me demande qu'est-ce qu'il faut faire. J'en sais rien ce qu'il faut faire, il y a tellement de choses à faire, ça dépend de chacun. Mais en fait, on a une boussole, nous les humains, avec 4 directions. Il y a la joie, la peur, la tristesse, la colère. Le nord, c'est la joie. Suivez ce qui vous met en joie. Et tu disais aussi, il y en a un autre, nord, c'est le beau, c'est la beauté. Ça se recouvre. Je vais vous proposer maintenant de refaire le petit exercice. Si vous pouvez rallumer pour le public, merci. Et vous pouvez peut-être changer de voisin ou de voisine. Et merci. Et on va refaire la petite phrase avec 1 minute chacun. OK ? Alors, je vais vous redonner une petite phrase
Et cette fois, vous vous souvenez, il y en a un qui écoute et l'autre personne qui parle. Là, la personne qui va parler, ça va être la plus jeune. D'accord? Ah ouais. J'espère qu'il n'y a pas de jumeaux. Ouais. Alors, voici la phrase. Voilà, il faut échanger les dates de naissance. C'est bon. Alors, la phrase est la suivante. C'est une phrase avec des points de suspension et vous allez la continuer. Nos petits-enfants, ils seront fiers de... Allez-y. On va bientôt changer. Donc la personne qui écoutait va parler et la personne qui parlait va écouter attentivement, activement, sans réagir. Nos petits-enfants, ils seront fiers de... Allez-y. Ok, prenez le temps de finir votre phrase. Pardon. Le vrai défi de cette soirée, c'est de faire danser Dominique. Impossible. S'il y en a qui veulent venir sur scène pour nous aider. Bon, ben venez. Tout, il n'y a qu'une personne. Il y a combien ce soir là? Avec un jus cassé en plus. À côté de tout. 1, 2, 3, 4.
Bravo pour la danse, magnifique, bonne soirée. Et ravi d'être ici, partager ce moment magnifique avec vous et traduire avec nos instruments, en fait, essayer de traduire les émotions et les états d'âme dont on est en train de parler ce soir et avoir cette possibilité de transformer en onde, en fréquence, en voilà, vibration. Donc, et magnifique danse, bravo, super. Bonsoir. Je suis ravie d'être là parce que il y a plus que 20 ans, j'habitais à Lausanne. J'étais étudiante au Conservatoire de Lausanne. Donc, la lac, la cathédrale, place Saint-François. Il m'aime beaucoup de souvenirs positifs. Et des chocolats de Blondel, bien sûr. En fait, je voulais juste ajouter quelques mots sur les liens avec des vivants que vous avez parlé. Ça m'a beaucoup touchée, tout ce que vous avez dit. On a aussi pleuré, d'ailleurs. On ne l'avait pas vu, mais on a bien pleuré. Hein. On a pleuré, oui, on a pleuré. Et regardez ce violon. Il est très beau. Un Claude qui est dans la salle, qui a acheté ça avec moi il y a plus que 25 ans, je pense. Mais ce violon, il est fait il y a 130 ans à Torino, en Italie. Mais au début de sa vie, le début de sa carrière, c'était une petite graine sous la terre. C'était un être vivant. C'est grâce à le soleil, la pluie, la terre. Il pouvait grandir. Il est devenu un bel arbre que le professeur Sucher, qui vous avait expliqué, les arbres qui fait le violon. Et un jour, il y a un être humain, un maître luthier, qui a vu cet arbre, qui a décidé de donner lui une voix. Oui, il a coupé l'arbre est mort. Mais en tant qu'un violon, il peut continuer de faire la musique pendant centaines, peut-être milliers d'années. Parce que le violon, c'est un design qui existe depuis plus que 500 ans et c'est vraiment un sustainable design. Parce qu'on n'a rien fait de différent aujourd'hui et ça dure. Parce qu'il y a aujourd'hui encore des violons qui est âgé de 500 ans ou plus qui jouent magnifiquement, même mieux avec temps. Donc je pense qu'en tant qu'être humain, on est capable de créer des weapons of mass destruction, de bulldozers, de bombes atomiques. Mais aussi, on est capable d'imaginer, de donner la possibilité de chanter les arbres. Je pense que c'est possible d'avoir une relation positive, équilibrée avec la nature. Et moi et Leopoldo, avec notre musique, on essaie de partager ça, parce que la musique, c'est vraiment un langage universel. Peut-être on ne peut pas parler ensemble dans notre langage maternel, mais on peut jouer avec des musiciens qu'on ne connaît pas, qui viennent d'ailleurs. C'est notre humanité. Et je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir, il faut se battre, mais aussi, surtout, n'oubliez pas notre capacité de recevoir et créer de la beauté. Et donc, pour finir, on aime bien partager une chanson avec vous, une chanson qu'on aime beaucoup, qu'on a choisie, qui peut présenter la beauté, qui s'appelle Estrellita, Petite étoile, écrite par un compositeur mexicain, Emmanuel Ponce. Les étoiles ont guidé les êtres humains depuis tout le début, les navigateurs, dans la mer ou dans le sable, dans la montagne. N'oubliez pas de regarder le ciel et rêver sur des étoiles.
Sophie peut venir sur scène. Elle est là. Oui. Merci. Je voulais juste vous dire un petit mot du plaisir que j'ai eu à être là ce soir, d'avoir dépassé mes peurs. On s'est mis vraiment dans la mouise avec ton invitation, mais voilà, on a touché notre vulnérabilité et puis on a touché de la sensibilité. Je suis de plus en plus convaincu, et ce soir, ça m'a vraiment convaincu de la nécessité de toucher le cœur, et pas seulement de le toucher d'ailleurs, mais de l'égratigner, de le caresser, de l'écraser, et de le faire ensemble. Voilà, merci. Merci, bonne soirée. Simplement un petit mot de remerciement déjà à la Fondation Zeunen et à sa présidente, sans quoi cette soirée n'aurait pas eu lieu, à nos amis musiciens géniaux, à Pablo, au Théâtre de Villy, aux techniciens, aux bénévoles, à tous ceux sans qui cette soirée n'aurait pas été possible, et à vous. On remercie tout le monde du fond du cœur, pas trop égratigné, pas trop écrasé, mais on remercie tout le monde.